Donc, bonjour à tous, je suis Yakoufou, le podcasteur qui vient parler de jeux de rôle. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis en compagnie de... C'est Max. Maria, bonjour. Donc de Maria et Max. Et aujourd'hui, je me suis dit que on avait besoin d'un petit peu plus connaître l'univers du GN, du grandeur nature. Et donc on va décortiquer tout ça comme un oignon, mais sans les pleurs. Donc, pour nos auditeurs, qui êtes-vous par rapport au GN, Comment est-ce que ça se résume le GN pour vous? Alors, je propose qu'on commence par... J'allais dire le plus expérimenté, mais je peux commencer. Je suis pas plus expérimenté. La galanterie est de mon fait. Donc bonjour, alors je suis Maria, j'ai 33 ans bientôt, et ça fait maintenant bientôt 11 ans que je fais du GN. Qu'est-ce que le GN pour moi? Eh bien moi j'aime beaucoup dire que c'est comme un théâtre, un grand théâtre ouvert où l'improvisation est de mise. J'aime beaucoup le dire comme ça parce que c'est très obscur pour les personnes qui ne connaissent pas le GN, qui se disent mais qu'est-ce que c'est le jeu de rôle? Et pour moi c'est vraiment ça, c'est le monde, c'est nos planches et on les brûle avec de l'improvisation. On nous met un cadre et nous on évolue dans ce cadre. Donc tu mets le feu sur scène. Exactement. Pour l'empereur. Pardon, excusez-moi. Alors, Max, qui est-il? Je suis un daron, je suis un vieux de 45 ans, mon Dieu, j'ai bien vieilli comme le bon, whisky, le bon whisky dans un fût de chêne. Non, je préfère le whisky qu'au vin, tu vois. Ouais, et la bière aussi, mais bon. Pour revenir au jeu de rôle grandeur nature. Alors, c'est quelque chose de comment dire, où j'ai vécu pas mal d'expériences en tant que voyageur et rêveur, je dirais, dans d'autres dimensions, on va dire, d'autres dimensions imaginaires, parce que c'est aussi un grand pouvoir de l'imagination, le jeu de rôle grandeur nature, mais aussi c'est quelque chose où je n'ai pas brûlé les planches parce que je ne suis pas venu avec ce côté plus théâtral, je suis beaucoup plus allé sur de l'impro et respecter le background. C'est comme ça qu'on me l'a vendu au départ, c'est respecte ton background et agis en fonction de ton personnage, comment il verrait les choses. J'ai plus cette approche-là qui est une approche qui est inspirée d'un fil conducteur qui est le personnage, comment va-t-il interagir et vivre dans l'univers et faire des choses. Et surtout, moi, c'est que j'ai allié cette passion au plaisir de l'histoire, puisque souvent, ces backgrounds, je les construis par rapport à des personnages historiques ou à des quultures historiques de l'humanité. Ou fantastique, c'est vrai. Oui, j'espère que t'as de bonnes inspirations. On va pas prendre les peintres allemands moustachus, par exemple. Je ferai cette blague une autre fois. Je vais en refaire d'autres, désolé. Mais voilà, donc effectivement, dans ce que vous avez fait transparaître, le GN, comme on a déjà pu un peu le voir, c'est effectivement le jeu de rôle un peu plus à l'état brut, pur, puisqu'on vit l'action. Je veux dire, autour d'une table de jeu de rôle, on va parfois incarner des rôles, etc., des réactions, un personnage, mais on va dire ici qu'il y a tout le folklore qui va autour, toute l'immersion, qui est pas toujours évident en GN, mais qui habituellement en jette beaucoup. Donc le fait d'être déguisé, etc. Et donc il y a tout cet aspect, comme tu dis, théâtre d'improvisation qui est clairement là, puisqu'on incarne un personnage et on essaie de se dire, ok, ce personnage il ferait quoi, comment est-ce que je le vis, etc. Comment je l'interprète, vraiment ça c'est l'ordre du théâtre, mais il y a aussi un aspect, en tout cas pour moi et dans ce que j'ai un peu regardé, très jeu de société, c'est minime le côté jeu de société, on va dire que c'est vraiment le vin qu'on a dilué dans l'eau, mais le côté vin jeu de société, il en reste à peine une goutte quoi. Je veux dire le côté règle du jeu doit être là, parce que sinon on va pas faire un GN avec des vraies balles avec qui tuent vraiment les gens. On va évidemment à un moment mettre des règles pour éviter de tuer vraiment les gens. Oui, sinon on finit au journal de 20h, donc voilà. Et là on dépasse un petit peu comment ça a été diabolisé le jeu de rôle aux États-Unis. Et donc mais ça l'est toujours, mais on pourra revenir là-dessus. Mais heureusement, c'est beaucoup plus répandu.
aujourd'hui. Et donc, GN, grandeur nature, ne veut pas dire naturisme. Donc, effectivement, on vient costumer, sauf, enfin, j'ai jamais vu de GN. Non, tu n'as jamais Je ne veux vu, pas savoir mais s'il il y a eu un existe. post qui est passé sur GN, sur un jeu de rôle qui se passe en France, qui est intimiste, légèrement, on va dire, Pour la sexualisé, curiosité voilà. des gens, Et donc, s'ils ça veulent aller existe. voir, ils peuvent Ça aller existe. voir. Et effectivement, les dragues, tout ça fait partie du règle du jeu. Mais donc, il y a une communauté dans le GN pour ça aussi. Mais bon, Ouais, je ne juge Je pas. pense qu'il y a, comme partout, Oui, il y a oui. de tout. Oui, Voilà. Il exactement. faut tout pour faire un monde. Exactement. Donc, pourquoi le GN c'est si spécial? Et surtout, comment est-ce qu'on tombe dedans? Parce que, je veux dire, le jeu de rôle sur table, je veux dire, on peut vous inviter à table, suffit qu'il y ait un petit saucisson ou quoi, pour certains, une petite bière, hop, on se fait embarquer, et on se réveille 10 ans plus tard en mode, merde, mais je suis magicien niveau 20, qu'est-ce qui s'est passé en aussi peu de temps? À la base, c'était juste l'histoire d'une bière. Est-ce que c'est la même chose pour vous, le GN? C'est une bière qui vous a amené dedans ou... Alors moi, ça a été mes connaissances, et puis surtout, je sortais avec quelqu'un qui pratiquait le GN et il en faisait tellement, du coup, j'ai été curieuse. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et on va dire que c'est quelqu'un, on dit hardcore gamer pour les GNistes qui aiment le GN complètement immersif. Ces gens-là, s'ils ne se sentent pas dans la peau du personnage, dans le lieu, complètement en complète immersion, ce n'est pas du GN. Et donc on me l'a vendu vraiment en me disant le GN, ça doit être ça et ça doit pas être autrement. Donc pour moi c'était vraiment très très obscur. Je me disais mais qu'est-ce que c'est? J'avais fait que très peu du jeu de rôle sur table avant. J'avais fait qu'une seule table de Shadowrun par exemple. Donc voilà, je l'avais même pas associé au GN tellement je me suis dit, je me posais beaucoup de questions. Et c'est surtout les connaissances, les amis, puis mon amoureux qui m'a dit à une occasion, viens avec nous. Mais commence en tant que PNJ, donc personnage non joueur. Ce sont des personnes qui vont aider l'organisation en tant que monstre ou en tant que petite main de l'ombre pour que le jeu se fasse cohérent pour les joueurs. On m'a conseillé d'être PNJ pour que je vois un peu les coulisses. Que je vois comment les organisateurs organisaient le jeu et comment les joueurs évoluaient dans le jeu. Et la toute première question que tu as posée, c'est qu'est-ce qui rend le GN si spécial? Et pour moi, le GN, ce qui le rend si spécial, c'est on est catapulté dans des situations qu'on n'aurait jamais vécues dans la vraie vie. Dans la peau de personnages qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais. Et on s'étonne de vivre des émotions, de vivre des scènes vraiment très très intenses. J'ai pu rire, j'ai pu pleurer, j'ai pu perdre ta voix. Oui, absolument, tout à fait, perdre ma voix au bout de 2 jours. Exactement. Donc pour moi, c'est ça qui rend vraiment le GN si spécial. C'est tout ça. C'est vraiment tout ce qu'on peut vivre dans le GN. C'est toutes ces émotions qui nous traversent, qui nous prennent en fait vraiment sans crier gare. C'est vraiment ça. C'est tiens, ça me touche. Et c'est par après qu'on va faire beaucoup de... Un peu comme un montagne russe, sauf que c'est pas... t'es pas sur une attraction... Enfin, tu vis l'attraction, mais tout en étant acteur quelque Exactement. part aussi. T'es aux commandes de ce personnage qui va vivre des choses, mais c'est toi qui les vis. C'est toi qui va les vivre à travers ton personnage et qui t'étonne justement de ressentir ce maelstrom d'émotions. J'appellerais ça des moments d'exception. Et c'est extraordinaire.
C'est exceptionnel même. Ouais. Et toi, du coup, Max, je vais juste, pour que les gens comprennent, donc personnage non joueur, ça veut pas dire que vous ne jouez pas dans le GN, ça veut dire qu'en fait, vous incarnez des personnages que les maîtres du jeu vont vous demander d'incarner pour servir, on va dire, l'histoire commune qui est en train de se faire dans ce GN. Et donc, vous n'avez pas de feuille de personnage à créer, vous n'avez pas de personnage à intégrer. C'est les maîtres du jeu qui vous disent bah voilà, vous êtes des bandits, votre objectif c'est ça. Évidemment, rien ne vous empêche d'amener une certaine richesse. Il y a beaucoup de PNJ que moi j'ai joué où au final j'ai eu beaucoup plus de richesse que certains personnages joueurs parce que je suis un joueur à conneries en GN. J'en fais beaucoup. Des conneries ou des GN? Les deux vont de mise à ce qui paraît chez moi. Je vais juste compléter ce que tu as dit. Donc il y a les personnages joueurs, les PJ, PNJ on vient d'en parler. Il y a les PPJ qui sont les personnages permanents joueurs, qui sont aussi parfois des gens qui ont une partie de leur background fait par leur gars, pour justement créer des personnages assez atypiques et importants. Tu as des monstres. De la prophétie. Tu as les monstres aussi qui sont là pour qu'on tape dessus. Et eux aussi ils tapent sur les gens, mais bon. Et tu as les derniers qui sont les arbitres et les orgas. Oui. Qui sont importants. Mais bon, voilà. On reviendra sur ça plus tard. Mais je pense que c'est bien comme ça, les gens situent un peu. Ça, c'est les rôles qu'on a d'habitude dans le jeu de rôle. Et donc, voilà. Max, comment toi t'as traîné dedans? Comment t'es tombé dans la marmite quand t'étais petit? Et donc, comment je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit? Ah bah non, c'est raté. Quand j'étais adulte. Je suis tombé là-dedans. Au fait, après mes Guindailles, j'ai des orgas qui faisaient partie de ce qu'on appelle le Tano, et je crois que ça existe encore, mais ils sont un peu moins actifs aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 20 ans, qui nous parlaient effectivement d'Avatar. J'en parle ici et ça, je tombe sur un groupe qui est géré par Thibaut, dont j'ai oublié le vrai nom de famille, et donc j'ai perdu les traces aussi, mais si tu nous entends Thibaut, j'espère que tout va bien là où tu es, qui nous motive à faire des samouraïs japonais. C'est ni bon ni mauvais. C'est ni bon ni mauvais, tout à fait. C'était facile. Je voulais pas la faire, c'était facile. Et on est parti donc à l'assaut d'Avatar dans notre petit camp japonais avec nos pelles pour aller creuser dans la plaine de Sibérie, là où il y avait Avatar à l'époque, dans les forêts où il y avait des grands arbres, nos trous, comme faisaient les Japonais, avec nos tentes un peu tipis indiennes, à côté du camp de la Rose. Et j'ai vécu une grande découverte. Étant donné que je venais d'une famille qui était très matérialiste, très laïque et très engagée et militante de gauche, je suis tombé dans mes premières expériences de faire du spiritualisme. Ce qui me perturbait. Donc j'étais assis, je faisais mon japonais et je ne comprenais pas ce qui se passait autour de moi. Il y avait le taureau fertile ou le Tano qui était occupé à faire leur rituel. Et moi j'étais là. Dans ma tête, je fais quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qu'on fait. Et petit à petit, j'ai appris au fait que c'était du jeu, des mécaniques, et que les gens qui le faisaient n'y croyaient pas. C'était juste jouer leur personnage, leur background, et les croyances imaginaires de leur personnage. Mais pour quelqu'un qui était très terre à terre et très matérialiste, ça a été un peu un choc pour moi. Et petit à petit, j'ai pris plusieurs jeux de rôle à commencer à rentrer dans ce moule-là et à moi-même expérimenter des choses ou faire des choses. Et à comprendre finalement l'absurde aussi qu'il y a dans tous ces trucs imaginaires qu'on fait, qui peut être comique, qui peut être dramatique et qui peut nous faire, comme tu dis, vivre des moments et des émotions exceptionnelles. Et donc c'est ça qui a créé ton engouement en disant oh allez c'est sympa, encore une fois. Et encore une fois. Oui, et à l'époque, c'était assez comique. Je faisais plus de GN quand j'étais au chômage que quand j'étais à l'université, mais plus en aide d'orga ou en PNJ, c'était moins cher. Et quand j'avais des bons boulots, je le faisais en PJ parce que je pouvais me le payer. Et donc, j'ai fait des trucs comme ça, assez, on va dire, chaotiques. J'ai rencontré plein d'organismes d'organisations plutôt, d'associations qui font du jeu de rôle grandeur nature. Plein de gens qui m'ont inspiré, que je recontactais plus tard quand moi-même je voulais devenir orga, parce que je me suis dit, tous ces gens m'ont apporté quelque chose, mais maintenant il faut que j'ai les fils. Donc, un peu être, peut-être pas redevable, mais pouvoir rendre un peu l'appareil. Et aussi du respect.
au fait, quelque chose, je pense qu'on a encore beaucoup chez pas mal de personnes qui pratiquent le jeu de rôle grandeur nature, c'est du respect à l'autre et à son existence, à ce qu'il dit, à ce qu'il écrit, à ce qu'il pense, qui se perd dans la réalité, au fait. Et ça, je vais rebondir là-dessus parce que, comme quand j'ai commencé le GN, moi j'étais la copine de. Et donc du coup, on me voyait que comme la copine de. On ne me voyait pas comme personne à part entière. Et comme je débutais, je ne connaissais pas vraiment cette communauté-là. Je devais un peu par moi-même aller chercher un peu qu'est-ce qui se faisait, parce que je ne voulais pas être tout le temps la copine d'eux. Moi, je voulais être une personne à part entière et qu'on me prenne au sérieux, qu'on me dise « Ah, c'est une bonne joueuse, on va la prendre elle, on va pas la prendre le tout du couple. » Et j'ai eu la très bonne chance de faire de très bons gènes, d'être tombée sur de très bonnes organisations quand j'ai commencé. Parce que j'entends, toi, tu parlais de l'université, toi, tu étais un peu plus jeune. Moi, j'étais un peu plus adulte. C'était vraiment, j'ai commencé dans les 20. Oui, ça fait 11 ans. Hein, j'avais 22 ans, 22, 23. Donc j'avais déjà quitté l'université. Et donc j'ai vraiment eu cette chance-là de tomber sur de très bonnes organisations qui, en fait, avaient de très bonnes structures pour les joueurs. Et quand je suis arrivée dans ces jeux-là, j'ai compris tout de suite, entre guillemets, ce qu'on voulait de moi. C'est voilà, tu es une joueuse, et d'où l'importance des interviews. Donc quand on arrive dans un jeu, on a soit on s'inscrit, on fait notre fiche de personnage et YOLO, on rentre dans l'aventure. Et il y a certains GN où on arrive et l'organisation va vous poser des questions avant pour savoir si vous êtes fait ou pour ce GN ou si vous allez pouvoir évoluer dans ce GN. Parce qu'il y a des GN qui sont un peu plus stressants que d'autres. Ça, on en parlera aussi. Et c'est un super rebondissement pour ce que je voulais arriver, parce que c'était mon sujet juste après, mais je vais peut-être quand même rapidement expliquer comment... Je vais juste rebondir là-dessus, mais aussi... Ah ben vas-y, chacun à son tour. Je te passerai le bâton de la parole juste après. Merci maîtresse. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a dit « Oh, ça faisait quelque temps que j'ai mon cousin qui m'avait proposé mon tout premier GN, qui était un GN sur le Far West. » J'avais jamais fait ça, donc moi c'était full découverte, et il m'a dit tu verras c'est super drôle, etc. Il m'a expliqué les gros principes, donc j'ai pu le faire avec un de mes cousins. C'est pas mon oncle Ben, c'est encore un autre qui s'appelle Dimitri. J'ai jamais autant rigolé dans un GN de toute ma vie, parce que évidemment j'ai eu la chance de tomber sur des gens très réactifs et aussi qui savaient accompagner la nouveauté. Donc je sais pas si en tout cas dans les GN j'ai pas souvent su voir ça, parce que j'ai vu beaucoup de gens déçus qui étaient pas assez accompagnés au début, qui ont du mal pour tout ce qui est pour les gens un peu plus puristes, etc., pour pouvoir commencer à être dans l'immersion totale. Moi par exemple j'avais beaucoup de mal au début d'être dans l'immersion totale, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'un jeu un peu bienveillant, dans le sens où je gagne, je perds, ça me dérange pas, mais le but c'est pas de me faire tuer en boucle, etc. De te pointer du doigt et faire voilà, ce genre de de choses, ouais. ce petit gotcha en anglais. Donc moi je suis tombé sur un GN qui aujourd'hui à mon avis ne passerait plus. C'était donc le Far West américain, et je jouais un soldat sudiste, et on jouait tous les stéréotypes qui allaient avec. Et quand je dis tous les stéréotypes, c'est tous les blagues de mauvais goût et tout ça. Donc je suis vraiment j'ai parfois un peu honte de me dire oh de Dieu, qu'est-ce que j'étais c'était un peu limite, mais j'ai beaucoup rigolé parce qu'il m'est arrivé plein de situations très drôles, du style on avait un officier qui était son personnage était fort porté sur la bouteille.
Et par chance, lui aussi, le joueur derrière était fort porté sur la bouteille. Ça, c'est normal en gène. Mais disons que moi, j'étais un lève-tôt à l'époque. Oui. Et donc, moi, je me dis, ok, on est des soldats sudistes, il est 5h30 du matin, faut aller sonner le clairon, quoi. Ce que je fais. Parce que, je suis un bon soldat quand même, hein. Et donc, je trouve pas le clairon. Donc, qui je dois aller déranger? Mon supérieur hiérarchique, qui est revenu, lui, à 3h du matin, complètement saoul. Et donc, c'est un gène un peu particulier, parce que vous pouviez vous faire même attaquer pendant la nuit. Sauf que moi, je vais toquer à sa porte, je rentre, et c'est limite, je suis en train de le réveiller, et il cherche son pistolet pour essayer de se défendre, quoi. Et j'arrive chez... Commandant! On trouve plus le clairon. Et je pense que je me suis jamais autant fait engueuler dans le rôle, et quelque part, un petit peu aussi personnellement. Mais disons qu'il y avait toute la rage qui allait avec. Et au final, le clairon était dans sa chambre, donc j'ai pu prendre le clairon tout en me faisant engueuler. Et j'ai pu aller le sonner à 5h30 du matin, en sachant que c'était pas le seul qui avait fini tard sa soirée. Et on peut dire qu'on a une sacrée réputation depuis chez les soldats sudistes avec ça. Mais c'est un gène où j'ai fait beaucoup de conneries et je pense que voilà, c'est comme j'expliquais, c'est si j'aurais été un peu mieux accompagné, je pense que c'est pas que j'ai adoré ce gène-là, j'aurais fait moins de conneries, j'aurais moins compris où étaient les limites, ce que je pouvais faire, etc. Tu mets un doigt sur quelque chose que je trouve très important, c'est dans la note d'attention, en tout cas pour des gènes qui sont plus modernes et contemporains, de signaler que s'il y a du racisme, ça doit servir plus à éclairer pédagogiquement ou éducativement les gens, à ne pas reproduire, mais à comprendre ce que d'autres ont vécu. Voilà. Comme ça s'est fait sur des montées du nazisme, il y a un gène qui s'en est occupé pour faire vivre aux gens ce que c'était, ou ce que les Belges ont vécu avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, et donc en fait c'est avec ça que je rebondis. Donc moi c'est un gène où c'était de la découverte, le nouveau, etc. Et après on a pu effectivement mettre des mots sur tout ça. Je veux dire, on n'est pas c'était pas les réflexions. Ils vous ont écouté, donc. Oui. Ça, c'est bien. Je veux dire, il n'y a pas eu de réflexion bête et méchante où on laissait faire, etc. C'était vraiment, pour moi, c'était une très bonne expérience. Et de nouveau, comme j'ai dit, c'est mon cousin qui m'avait guidé sur le truc, j'avais jamais fait ça. Et la suite, je garde ça pour à peu près plus tard dans le podcast, parce que ici, justement, il y a une notion que vous avez fortement apportée pour débuter le GN. Il y a les petits GN, les moyens, je fais des guillemets, mais les auditeurs ne le voient pas, et les gros GN. Donc, gros GN comme Avatar, parce que on va dire Avatar, les gens vont croire que c'est Avatar, le dernier maître de l'air, ou Avatar de Steven Spielberg. Non, c'est... oui, mais sachant qu'Avatar n'existe plus. Oui. Voilà, c'était autre vie, autre temps, autre réalité. Voilà, pour les auditeurs, Avatar, c'était avant l'un des plus grands GN en Belgique, où il y avait énormément de monde. Et donc, voilà. Aujourd'hui, il y a d'autres GN où il y a beaucoup de monde. Donc, on a par exemple Ragnarok. C'est ça. Ragnarok, on peut arriver jusqu'à 2000 personnes. Voilà. Oui. Donc 2000 personnes costumées. En fait, les gens principalement francophones, quelques flamands et parfois des étrangers. Pour 200 personnes dans l'organisation. Et les gens ont du mal en fait à se représenter. Par exemple, moi, la première fois que j'ai fait Avatar, on me disait il y avait beaucoup de monde et on me balançait des chiffres, mais j'étais loin de le voir et le réaliser, c'est autre chose. Oui, c'est vrai. Et devenir une légende avec 2000 joueurs, c'est quelque chose. À tel point en fait qu'il y a deux équipes scénaristes à l'époque où j'avais rejoint, ça avait la méta-scénarisation et la scénarisation. La méta-scénarisation, tout ce qui était l'univers, la scénarisation, tout ce qui se passait dans la ville. Il y avait différentes... Et donc, comme ça, les gens comprennent un peu mieux c'est quoi un grand GN. Un moyen GN, je dirais que quand on dépasse, pour moi, les 50 personnes et encore. Oui, un moyen ça GN... dépend. Moi, je dirais que c'est entre 60 et 100, un moyen. 60 et 100, tu dirais combien? Moi, je dis que les petits GN, c'est en dessous de 100 et moyen GN, c'est
partir de 100, 105, ça commence à aller jusque les 200 et 300. Par exemple, une murder party, pour moi, c'est un GN, mais c'est moins de 10 personnes ou 10 personnes. Oui, c'est moins de 10 personnes. Mais alors, je vais juste rebondir sur ce qu'on disait pour dire que, par exemple, un mass LARP, ça c'est l'expression anglaise, un GN de masse ou un GN grand. Il y en a un autre, c'est 5e âge. Oui. 5e âge, c'est 600 personnes, je pense, qui peuvent avoir grand maximum. C'est déjà pas mal, hein. Oui. 600 personnes. Si je dis pas de bêtises, ils nous reprendront dans les commentaires, mais bon, voilà. Sinon, il y a Frontière aussi, qui pour moi est un grand GN, même s'il peut être encore dans la catégorie moyen. Mais c'est surtout le thème derrière qui va avec. Donc par exemple, Frontière, pour ceux qui nous écoutent, c'est un GN que de baston. Oui. Il y a ces 5 armées qui s'affrontent dans un domaine pendant une journée entière. Vernac ASBL, si je dis pas de bêtises. Vernac ASBL, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et en tout cas, moi, pour avoir fait Frontière, j'ai jamais fait autant de RP. Alors que c'est un GN full combat. Ah oui. J'ai beaucoup fait de baratin. J'ai un méga diplôme baratin, j'ai l'impression qu'il me sert bien. Pour les gens qui débutent, moi j'ai souvent entendu dire que les gens me disaient pour débuter un petit GN c'est pas mal, ou alors un grand GN mais dans un groupe que tu connais. Ouais. Alors pour avoir testé un peu tout et au final avoir rencontré ma femme en GN. Donc moi j'étais pas là, elle a pas fait je suis la copine de non, on s'est connus dans le GN, quoi. Elle s'appelle comment? C'est pas la même que la mienne? Je pense pas. Ou alors elle a de sacrés secrets. Mais donc effectivement, dans les petits GN, donc les choses qu'on retrouve, c'est les murder parties. Alors, les murder parties, c'est quoi? C'est un Cluedo. Si j'ai bien, ça résume bien. Agatha Christie, Cluedo, c'est Colombo. Et qui va aussi nous parler de sa femme, voilà. On ne verra jamais. Voilà, c'est ça. Et voilà, ça c'est le genre de petit GN à huis clos. En fait, c'est plus ça peut être aussi des scénarios enquête. J'ai déjà vu aussi des petits GN, c'est un peu plus rare, mais géopolitique. Il y a même des jeux de société qui le font, etc. C'était Quentin Sulens, je pense qu'ils en faisaient un. Il y a une dizaine d'années. Ouais. Il y a le jeu de société Banquet, je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un peu la même idée, hein. C'est un jeu de société GN en fait. Oui, comme Civilisation que certains jouent pendant tout un week-end. Il y a aussi des week-ends jeux de société Civilisation faits par des rôlistes. Et donc, tu joues avec le plateau Civilisation, tu joues tes États ou tes empires, à l'époque c'était des empires, et tu le joues comme si tu étais vraiment les chanceliers, les présidents et les ministres. Voilà, et donc ça c'est pour les petits GN, où habituellement il y en a beaucoup plus, c'est plus facile d'accès, ça demande moins d'efforts aussi, parce que ici on n'a pas encore abordé, mais on va aborder ça maintenant, pour tout ce qui est costumes, matériel, etc. Quand on va dans un mass LARP, c'est un réel investissement. Oui. Et le problème de ce mass investissement, pour le mass LARP, c'est si ça prend pas et qu'on n'aime pas, on a dépensé tout ça pour rien. Donc, habituellement, pour les gens qui commencent, moi je dirais, essayez de louer votre matériel ou trouver un groupe pour avoir du matériel à moindre coût. Vas-y, je te vois t'agiter. J'ai fait 3 vidéos sur TikTok, Instagram et Facebook pour justement dire quelles étaient les différences de prix. Et vous allez rigoler, c'est en Belgique qu'on trouve le moins cher des vendeurs, pour les Belges en tout cas, et pour les Européens. Pour les Canadiens, c'est autre chose. Chez eux, en fait, les prix semblent gros, mais c'est la moitié. Mais c'est la porte des rêves. À faire, oui. C'est la porte des rêves à Bruxelles, finalement, qui est le moins cher. D'ailleurs, s'il nous écoute, petit coucou. À Nicolas. Salut Nico. On est déjà, en tout cas, voilà. Pour ce qui est il y a moyen de faire à moindre coût. Alors après, comme homologateur d'armes, faire votre propre arme,
c'est un peu une science. Alors, au début, je vous conseillerais vraiment d'en acheter une petite ou d'aller dans des clubs d'escrime ludique. Donc, l'escrime ludique, c'est de l'escrime de GN. Tu as la Riedel of Steel, tu en as d'autres également qui existent, côté de Liège ou dans d'autres villes francophones. Ça n'existe pas côté Flandre, puisque moi je travaille aussi avec les Flamands maintenant dans le jeu de rôle, on crée une nouvelle fédération. Et en France, il y a pas mal d'escrime ludiques qui existent aussi. Mais après, voilà, c'est dans un premier temps, quand on débute, il faut surtout se faire prêter, parce qu'on a quand même une communauté assez bienveillante, ou pas. Mais en tout cas, dans la grande majorité, il faut savoir bien s'entourer. Bien sûr, il faut savoir bien s'entourer. J'ai vu beaucoup par exemple, à Avatar, on pouvait louer du matos. Voilà. Pas illimité. Il y avait à l'époque le pack à 100 € pour être équipé de base comme un simple écuyer. Qui a changé aujourd'hui, tu peux avoir des packs pour t'habiller pour 100 € en différents types de personnages. Et alors, si je peux aussi donner des conseils aux gens, c'est mais par exemple les chaussures, vous cassez pas trop la tête. Hein, je veux dire, les joueurs regardent pas les chaussures. Si vous êtes un puriste, vous aimez bien, oui, faites-vous plaisir. Et même les puristes, parfois ils mettent des baskets parce que on marche tout le week-end dans la boue, dans les forêts, on a mal aux pieds et ce n'est pas ce qu'on veut à la fin de notre week-end, c'est d'avoir les pieds en sang. Mais moi j'avais des pieds en sang au début avec des grandes chaussures de drag queen que j'achetais qui faisaient 1 mètre. Eh ben non, il faut se respecter. Il faut se respecter. Moi j'ai eu une cloche plus grosse que mon gros orteil, ça je me souviens. Donc voilà, oui, non, effectivement. Après il y a Vinted, il y a encore beaucoup de choses qui se font. Il y a du deuxième vin, il y a Vinted, etc. Surtout il y a des sites de groupes de seconde main. Mais comme tu viens de dire, les chaussures, c'est pas la première chose. Si vous achetez une arme en LARP, comme ça vous le savez, il y a une différence entre frapper et toucher. Pour les armes GN. Pas sorti de son contexte. Donc, la différence avec frapper, vous imitez votre force et en fait, c'est pas des points de vie que l'autre perd en face, c'est il a mal. C'est pas intéressant. Moi, habituellement, je ne comptais pas ces coups-là. Puisque j'avais suffisamment mal pour arrêter le combat et dire, si tu veux, t'as gagné, mais je m'en fous, mais je joue plus avec toi. J'ai un peu extrapolé, mais voilà. J'ai déjà été sonné par des coups en gêne, à plus savoir comment je m'appelle. Et n'investissez pas non plus tout votre argent dans un marteau grand, comme une maison. Si les règles ne prennent pas en compte ça. Donc, c'est con à dire, mais je donne un exemple. Une lance, plus facile à manier, plus long, meilleure allonge. Quand on tape, si ça tape, qu'on tape avec un bâton, un marteau ou quoi, si les dégâts sont les mêmes, prenez le moins cher et le plus pratique, quoi. Une épée, même chose. Une dague de lancer, faites attention, il faut, la plupart du temps, qu'il n'y ait pas de tige de verre dedans. Oui, quand vous et justement, je vais rebondir sur ça. Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs ce que c'est une arme de GN ? Oui. Voilà. C'est quoi une arme de GN, Max ? T'as trop envie d'expliquer, je te connais. Non, alors, une arme, c'est un moyen pour donner du fun. En Belgique, en tout cas, contrairement à d'autres pays dont je ne citerai pas comme l'Allemagne, on dépose une touche et on revient vers soi pour, en garde si vous voulez, recommencer de l'escrime et essayer de toucher l'autre. Et elle est faite en quoi, surtout ? Alors, une arme, j'ai eu la chance d'aller faire une formation chez Carnunos il y a des années quand j'étais au Chôme-Du. Le Chôme-Du, c'est le chômage, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a disparu. Des bisous les copains. Les copains, ouais. Non, j'ai dit encore un nom. Oh mon Dieu, je me vends des gens, ça va pas. C'est un petit milieu, les gens, donc vous n'en faites pas. En fait, effectivement, il y a une tige de fibre de verre qui, avant, était une tige de bois, ce qui a été interdit il y a très vite, à la fin des années 90. Si vous avez une vieille arme, faites gaffe, du coup. Ouais. Ce n'est pas du métal, donc c'est pas comme j'ai une fois eu un gars qui est venu avec une épée en métal dans laquelle il avait mis du tape autour, il m'a fait, je peux jouer avec? Je fais, non. C'est effectivement sur cette fibre, on va venir rajouter de la mousse. Il y a différents types de mousse. En Belgique, on va sculpter la mousse. Au Canada, chez Calimacil, on va vous poncer la mousse ou l'injecter. C'est très différent. Et donc ça fait des armes très facilement produites et de masse. C'est pour ça qu'ils en vendent facilement dans tous les États-Unis et le Canada et parfois en Europe. Mais
on a tendance aussi à refuser des armes qui auraient, par exemple, un contrebalancier ou une garde en acier, comme les GV, si je me souviens bien du nom, qui sont anglaises. On en faisait dans notre ancien atelier, effectivement. Cela date quand même, il y a 10 ans quand même. Mais oui, on faisait les gardes avec du fer. C'est interdit. Parce que le but, c'est que cette arme serve à mimer un combat, à déclarer qui a perdu des points de vie, qui sont soit localisés, c'est-à-dire sur différentes parties du corps, qui sont souvent la tête, c'est normalement interdit, mais toléré la plupart du temps. C'est-à-dire si vous la faites sans le faire exprès, c'est pas grave. Si vous le faites tout le temps, vous êtes viré du jeu. Et le torse, les bras et les jambes. Ça, ce sont les 6 parties du corps d'habitude. Ou alors, il y a seulement sur tout le corps une seule structure de vos points de vie. Et n'importe où on vous touche, vous les perdez. Donc j'ai 3 points de vie pour tout mon corps, on me touche 3 fois, je les ai perdus. Ce que je fais, je tombe en coma et je le joue. Et ça dépend encore une fois de différentes mais jeux. Ça, je pense que tu peux le faire... système de jeu habituellement se fait, mais ici le but que les gens comprennent bien, c'est l'arme effectivement, ça sert à faire des touches pour enlever des points de vie, pas frapper, pas assommer l'adversaire. Et même il y a des règles selon des gènes, comme tu dis, où par exemple assommer se fait avec sur l'épaule, une petite tape sur l'épaule, et égorger se fait pas à l'avant mais à l'arrière de la nuque, tout légèrement en passant en disant le thème je t'ai égorgé. Voilà, donc il y a des règles qui se sont mises en place, qui ont été créées justement par sécurité. T'as oublié la petite phrase qu'elle est avec. Tu as été égorgé, ça te plaît? Un truc comme ça, tu vois. Sinon, c'est pas drôle au final. Non, mais donc, été mise en place pour sécuriser physiquement les scènes de combat. Ce sont des scènes comme dans un théâtre, mais ils peuvent surgir à tout moment parce que c'est un imprévu. Je me suis déjà fait assommer comme ça, alors que je venais de me faire opérer du pied. Je clopinais. Donc on voyait que j'étais handicapée. Je venais de sortir d'un pont assez dangereux et on m'a assommé gratuitement, sans me prendre rien du tout, sans rien me voler, mais gratuitement. Donc oui, effectivement, comme tu viens de le dire, ça peut survenir à n'importe quel moment, même quand vous êtes handicapé. Mais il y a 10 ans, il y a une règle spéciale qui a été inventée, qui doit te plaire, c'est l'interdiction des killer chiottes. Ah oui. Oui. Après, ça m'a fait penser à ça. Une fois, on a fait une blague et on a préparé un canon devant les toilettes. Mais c'était un pote, c'était pour la blague. Il est pas mort, mais voilà, c'était histoire qu'il ait la petite vanne il sort des toilettes, il voit un canon, il se fait tirer dessus. Il fait quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on ne peut pas tuer quelqu'un qui vient de sortir des toilettes, s'il vous plaît, non. Et pas quelqu'un qui est en difficulté, non plus, s'il vous plaît. Alors aussi, donc les armes GN, voilà, vous allez de toute façon, quand vous allez les acheter, par exemple, les vendeurs vont très bien vous conseiller. Oui. Habituellement, ils sont plus au courant même que les gens avant en fait habituellement, vu que c'est un peu leur fonds de commerce. Ils seront très bien vous renseigner. Pour les arbalètes et les arcs, de nouveau, oubliez pas les distances de sécurité, hein. Il y en a qui en deviennent 3 livres, si je dis pas de bêtises, ou 2 livres, je ne sais plus. Je sais pas, ça fait beaucoup de bouquins. Mais oui, c'est d'habitude des flèches qui vont pas très loin. Elles doivent également protéger. Il y a 2 types de flèches qui sont encore acceptées en gène, et ça dépend lesquelles. C'est celles où il y a un mousse au bout de l'embout, et d'autres où il y a une genre de balle caoutchouteuse. Ah oui, il y a toujours le débat. Est-ce que ça existe encore le débat bout plat et bourron? Oui. Mais l'avantage, c'est que les bourrons qui viennent principalement des États-Unis ou qui sont produits en masse sont, selon les lois américaines, normalement, si elles sont bien rédigées en Belgique, ça je n'en sais aucune idée, donc faut demander à un juriste, protégées par unité. Donc normalement, si vous êtes blessé, c'est le producteur de l'arme qui doit payer vos frais médicaux. Je dis normalement. Un truc aux États-Unis, ça fait un peu long. Mais on a évidemment l'assurance fédérale en Belgique que Bilarp gère et qui nous permet d'avoir pour 100 à 50 euros, ça dépend si vous êtes membre ou pas membre, l'assurance fédérale. On va en parler après plus tard de Bilarp. Alors aussi, petit conseil, quand vous commencez un GN, ne faites pas comme un pote à moi, un très bon ami. Donc on avait été faire Avatar. C'était donc mon 2e GN, c'était la première fois que je faisais Avatar. Alors on s'est dit, on va faire des ingénieurs, mais on va commencer petit, quoi. On va
On va prendre une épée, une petite armure, une cape, et on va aller jouer, quoi, et voir ce qui est possible. Il a construit une catapulte. Voilà. Et un bateau. Et une porte. Et un quai. Et un château. Voilà. Et donc, ça... Ça l'a ruiné. Non, non, ça l'a pas ruiné. Mais disons que l'aspect logistique dans tout ça n'a pas été spécialement pris en compte. Il faut aussi se dire tout ça. C'est, on a galéré, on a dû faire des allers-retours. Après, c'était une magnifique expérience. Ça a permis de faire connaissance avec des gens magnifiques, vu que j'ai dû faire une fois aussi un aller-retour Tournai, puis avant, j'habitais à Waterloo, donc un aller-retour de bonnes heures, de faire tous les détours et tout. Ça m'a permis de discuter, de faire connaissance avec ma future femme, donc voilà. Je le sentais venir, je le sentais venir. La tension qui montait, il allait révéler, il l'a dit. Voilà, et donc... Et bonjour à tous, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de taper cette petite cloche. Voilà, j'en profite pour faire un petit message, je me présente mon petit lapin Pochi, et voilà... J'ai eu du mal à faire tout d'un coup, du coup j'ai divisé ça en 2 parties. Si jamais samedi je suis à la convention Fantasy qui se déroule à Genappe, je vous invite à y venir, soyez très nombreux, ça va être l'éclate, on va vraiment parler de tout et de rien, surtout en fantasy, jeux de rôle, wargame, on va vraiment se lancer sur tous les sujets, n'hésitez pas à venir, salut salut. It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk away and leave you like